Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je ne crois pas que vous puissiez imaginer une seule seconde ce que fut la double vie de Julia Krantz. Je ne crois pas non plus qu'un être humain ait vécu la double vie de Julia Krantz. Elle a duré 7 ans. 7 ans de ténèbres. 7 ans pendant lesquels Julia Krantz fut tour à tour Dr Jekyll et Mr Hyde. Lorsque vous entendrez la fin de ce dossier extraordinaire, qui que vous soyez, regardez-vous dans une glace. Regardez-vous bien. Et demandez-vous très honnêtement ce que vous auriez fait ou ce que vous n'auriez pas fait à la place de Julia Krantz. Vous verrez comme ça fait peur. Vous verrez comme c'est effrayant de penser que la double vie de Julia Krantz pourrait être la vôtre. Julia Krantz a 17 ans en 1927 lorsqu'elle entame sa double vie. Elle en aura 27 quand tout sera terminé. À 17 ans, Julia est une jolie fille de la campagne qui va se marier. Un visage rond encore un peu enfantin, des yeux bleus candides et d'énormes macarons de tresses blondes sur les oreilles. Ses parents sont paysans. Ils vivent dans la région d'Heidelberg. Son fiancé est employé à la ville. Ce jour de 1927 a une date qu'elle ne peut préciser davantage. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Julia Krantz est dans un train pour un court trajet qui la ramène dans sa famille. Elle est mariée depuis environ 1 mois. Dans le compartiment en face de Julia, il y a sûrement quelqu'un. Ou à côté, à droite ou à gauche, il y a au moins quelqu'un, puisque quelqu'un lui parle. Qui est-ce? Il semble que ce soit un homme. Comment est-il? Julia ne sait pas. Comment s'appelle-t-il? C'est peut-être Schnee. Tiens, pourquoi Schnee? Non, c'est Denik. Non, c'est Bergen. Plutôt Bergen. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Il est docteur. Ah ça oui, c'est un docteur. Quoi d'autre, Julia Krantz? Rien d'autre, dit Julia Krantz. Non, vraiment rien d'autre. Ne m'en demandez pas davantage. Je ne me souviens de rien. Mais que s'est-il passé depuis votre mariage, Julia Krantz? Vous avez bien changé? Votre mari s'inquiète. Il n'ose pas le dire, mais il a peur. Vous êtes toujours malade, nerveuse, bizarre. Par moments, vous faites des choses étranges. Je ne sais pas, dit Julia Krantz. Je crois que je suis malade depuis longtemps. D'ailleurs, tout le monde le sait, j'ai toujours été malade. On me soigne, mais je crois que je ne guérirai jamais. Voilà peu de choses près ce que peut dire Julia Krantz à l'automne 1934, 7 ans après son mariage. Et justement, M. Krantz s'inquiète de l'état de santé de sa femme. Julia, cette vie ne peut plus durer. Je veux savoir ce qui se passe. Nous allons nous rendre tous les deux ensemble chez ton médecin. Depuis le temps qu'il te soigne, ton état ne s'améliore pas, au contraire. Comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Je sais pas. Comment tu ne sais pas? Enfin, Julia, c'est impossible. Tu y vas 2 ou 3 fois par semaine. Ne me dis pas que tu ignores son nom, tu deviens folle. Ne me tourmente pas, je t'en supplie. J'ai si mal à la tête. Enfin, tu sais au moins où il habite, je suppose, puisque tu y vas seul. Julia, tu m'écoutes? Julia Krantz, elle est très tirée, elle se tient le front, semble souffrir beaucoup. Bon, très bien, Julia, habille-toi, nous y allons tout de suite. Julia Krantz et son mari, Heinrich, quittent leur domicile à pied pour se rendre chez le médecin. Heinrich se laisse guider par sa femme.
Elle se dirige vers le centre de la ville. Heidelberg est une charmante petite ville d'Allemagne occidentale. Elle appartient au Grand-Duché de Bade, entourée de forêts et construite autour du château des princes de Heidelberg, traversée par 2 rivières aux eaux calmes et claires. C'est une des plus anciennes cités universitaires d'Allemagne. Arrivée sur une petite place ornée d'une fontaine, Julia, soudain, s'arrête sur le trottoir, hésitante. Je ne sais plus où elle est. C'est tout près d'ici, j'en suis sûr. Mais je ne peux pas aller plus loin. Je t'assure, Heinrich. Ne m'oblige pas à aller plus loin. Je ne peux pas. Déconcertée, Heinrich regarde sa femme. Elle est agitée de tremblements nerveux, ses yeux sont devenus fixes. Elle ne cesse de répéter « Je ne peux pas, je ne peux pas !» Je t'en prie, Julia, fais un effort. Reprends-toi. Tu sais où habite ton médecin. Tu le sais forcément, mais dis-le, cherche. Mais Julia se laisse tomber sur un banc en sanglotant convulsivement, incapable de parler. Heinrich est obligé d'abandonner et de ramener sa femme. À plusieurs reprises, il renouvellera l'expérience, sans obtenir plus de résultats. À chaque tentative, Julia s'arrête pile sur la petite place près de la fontaine, incapable d'aller plus loin, et à chaque fois, victime de la même crise nerveuse. À force de ruse et de persuasion, Heinrich n'obtiendra qu'un seul renseignement de Julia. Cet homme est le seul à pouvoir me soigner. Il met ses mains sur ma tête, et l'horrible douleur s'en va. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit « Calmez-vous, Julia, et dormez. » Je m'endors, et je n'ai plus mal. En dehors de cela, rien. Julia ne cesse de se plaindre de maux de tête violents, elle est déprimée, pleure la moitié du temps et dit qu'elle va mourir. Dès que son mari a le dos tourné, elle disparaît chez ce médecin inconnu dont les honoraires sont si élevés qu'il frise l'escroquerie. Heinrich a bien tenté de refuser l'argent nécessaire, mais Julia l'a volé, a vendu ses bijoux, et elle dépérit de plus en plus. Chaque fois que son mari a tenté de la suivre, il a échoué. Julia a été comme avertie et retournée sur ses pas. Les crises étaient si violentes ensuite que son mari a dû y renoncer. Oh, peut-être avez-vous déjà compris. Heinrich, lui, ne comprend pas. C'est un homme simple, employé de bureau, d'une intelligence moyenne. Sa réaction pourtant est sûrement la bonne. Ne sachant plus quoi faire, il se présente à la police de Heidelberg. Je viens déposer une plainte contre inconnu. Ma femme se fait soigner par un guérisseur depuis 7 ans. J'ignore qui est cet homme, où il se trouve. Mais il nous a dépouillés de 3000 marks au moins. Le policier qui enregistre la plainte se montre tellement sceptique que le malheureux monsieur Kranz est obligé de faire venir toute la famille, les voisins et le médecin de famille pour confirmer ses dires. Non, il n'est pas fou. Non, il ne connaît pas cet homme et sa femme non plus. Oui, cet homme la soigne depuis 7 ans. Non, elle ne sait pas où il habite. Non, elle ne sait pas le décrire. Elle ne connaît pas son visage. Elle ne sait pas comment il s'appelle, s'il est grand ou petit, gros ou maigre. Pauvre Heinrich. Il ne sait rien. Et ce qu'il va apprendre l'espace de quelques mois rendrait fou n'importe quel mari, n'importe quel homme. Enfin convaincue, la police de Heidelberg, ne sachant par quel bout entamer son enquête, décide d'appeler au secours le docteur Meyer, psychiatre réputé et spécialiste, l'un des rares à cette époque en 1934, spécialiste, vous l'avez dit vous-même, de l'hypnose. Dès le premier examen, les conclusions du docteur Meyer sont formelles. Cette femme est dans un état hypnotique extrêmement profond. Elle se trouve actuellement dans ce que nous appelons une situation de refus ou de blocage, c'est-à-dire, elle est capable de répondre à toutes les questions qui concernent sa vie domestique connue, sans aucun trouble de la mémoire. Par contre, dès qu'on lui parle de sa vie privée, de sa vie de malade, de ses pensées ou de ses sentiments personnels et surtout de son médecin, le blocage intervient.
la personne qui a pratiqué sur elle cette forme d'hypnose a réalisé un véritable dressage hypnotique. Autrement dit, Julia Krantz vit une existence consciente avec son mari et son entourage immédiat, mais elle mène une autre existence inconsciente qui la perturbe gravement. Je suppose, ajoute le docteur Meyer, je suppose que l'hypnotiseur est très habile et qu'il a utilisé des mots clés, ce que l'on appelle des mots de verrouillage, pour empêcher le sujet de parler. Ce qui revient à dire que sans connaître ces mots clés, il est impossible de savoir ce qu'il a commandé au sujet de faire. Tout ce que je peux tenter moi-même, c'est de l'hypnotiser à mon tour. Cela demandera du temps, de la patience, mais je pense y arriver. Julia Krantz est un sujet facile, peut-être même trop facile. Il est possible que son hypnotiseur ait réussi à lui faire accomplir des actes graves. En principe, les cas de ce genre sont rares, mais l'état de cette jeune femme m'inquiète, je vous l'avoue. Julia Krantz, désespérée, s'adresse alors elle-même au docteur Meyer. « Docteur, aidez-moi, je vous en supplie. C'est horrible, tout s'embrouille dans ma tête. Mais j'ai parfois le sentiment que cet homme m'a fait faire des choses affreuses. J'ai honte de le dire, il me semble que j'ai trompé mon mari, mais je ne sais pas avec qui ni comment. Aidez-moi à savoir, je veux savoir. » À la première séance d'hypnose pratiquée par le docteur Meyer, la police apprend 2 ou 3 choses intéressantes. Julia parle avec difficulté, d'une voix étrange, monocorde. Je suis dans le train. J'ai mal à la tête. Un homme me parle. Il dit « Je suis médecin, naturiste et homéopathe. Je suis le docteur Bergen. Il dit que je suis malade, qu'il va me soigner. Il m'aide à porter ma valise, il me prend la main, il me regarde. Il me regarde. Il me regarde, je n'ai plus de volonté. Il me dit qu'il fait noir autour de moi. Je ne vois plus rien, je marche, longtemps. Nous entrons dans une maison, un escalier, 2 étages. Il y a un bureau de bois, une pendule en marbre, une chaise longue, un lit. Je sens sa main se poser sur ma tête. Il dit « Calme, calme. » Je vois plus rien. Décrivez cet homme. Je ne peux pas. Je ne le vois pas. Effacez tout cela. Pensez à cet homme. Comment fait-il pour calmer les douleurs de votre tête? Il mit sa main à gauche sur ma poitrine, la droite sur ma tête, puis devant ses yeux. Pensez à lui maintenant, que voyez-vous? Je vois une cicatrice sur la jambe gauche, sur le tibia. Je vois un maillot de bain bleu avec une ceinture blanche. Il est grand. Ses cheveux clairs. Son visage. Une dent au nord à droite, une dent au nord. C'est tout ce que je vois. Je ne vois plus rien. Et c'est moi. Ces renseignements trop maigres pour aider la police se complètent petit à petit au fur et à mesure que le docteur Meyer, en associant des mots, en limitant les questions, arrive à tourner autour du verrouillage mental créé par l'hypnotiseur. Peu à peu, des personnages naissent autour de Julia Krantz, des objets, des lieux précis, et notamment une chambre d'hôtel qu'elle décrit avec une précision telle qu'on la retrouve facilement. Une séance est particulièrement éprouvante pour Julia Krantz. C'est celle où elle décrit la scène qui s'est déroulée dans cette chambre d'hôtel. Manifestement, l'hypnotiseur l'a contrainte à devenir sa maîtresse. Julia ne se souvient pas de l'acte lui-même, mais se met à pleurer en prononçant des mots sans suite. Elle cache son visage dans ses mains et se débat sur le divan de consultation du docteur Meyer. Le cas est rare, mais Julia Krantz fait partie des individus qui acceptent tout d'un hypnotiseur, même les choses que l'on refuse normalement. En général, lorsqu'on demande à une femme hypnotisée de se déshabiller, elle refuse. Julia Krantz n'a pas refusé. Julia Krantz est une exception, et l'hypnotiseur est un homme terriblement dangereux. Dangereux, mais guère plus malin que la plupart des escrocs.
27 juillet 1934, à Speyer, la police arrête par hasard un certain Franz Walter, ancien employé de banque, qui se fait passer pour un médecin guérisseur et vient d'escroquer un malade de quelques centaines de marks. L'histoire de Julia Kranz faisant grand bruit en Allemagne, on pense immédiatement à lui, et l'on montre sa photo à Julia, espérant déclencher dans son esprit un souvenir précis. Hélas, Julia ne reconnaît pas l'homme. Elle ne voit, dit-elle, même hypnotisée par le docteur Meyer, que du noir. Pour le spécialiste, c'est une indication, mais pour la police, ce n'est guère suffisant. C'est la confrontation qui va convaincre les policiers. Oh, bien sûr, Franz Walter nie tout. Il ne connaît pas cette femme. Il n'est jamais venu à Heidelberg. Il ne pratique pas l'hypnose, mais il n'ose pas regarder Julia dans les yeux. Il est mal à l'aise, il tourne la tête à gauche, à droite, parle d'abondance. Le plus extraordinaire, c'est que Julia, en face de cet homme, ne le reconnaît pas. Étrange personnage. Grand, un visage taillé en lame de couteau, des cheveux pâles, des yeux pâles, que tout le monde fixe, avec une gêne évidente. Les policiers, le mari de Dr Meyer. Des yeux pâles et un regard bizarre, un regard, comment dire, étranger au personnage, qui semble faire partie d'autre chose que du visage, comme s'il existait tout seul. Bien que les preuves, les détails obtenus de Julia Kranz, soient largement suffisants pour l'identifier, cicatrices, dents en or, pièces de vêtements, portefeuille, et même témoins physiques qu'il avait vus en compagnie de Julia, Walter se contente de nier. Et la police est bien embarrassée. De quoi inculper cet homme? Comment obtenir la preuve de son influence néfaste sur Julia? C'est le docteur Meyer qui trouve. À force de travail et de réflexion, il trouve un mot. Floxila. Un mot qui ne veut rien dire, mais qu'il a obtenu par association de syllabes successives et selon les réponses de Julia Kranz. Et ce mot, c'est l'un des mots-clés, l'un des mots verrouillage qui libère Julia Kranz de l'interdiction de parler. Il y en aura d'autres. Combarus et Philophie. 3 clés pour ouvrir 3 portes du subconscient de Julia. 3 portes derrière lesquelles enfin apparaît l'autre vie de Julia Kranz. Floxila ouvre la porte des relations sexuelles interdites. Lorsque Walter dit Floxila, Julia accepte d'être sa maîtresse ou celle de quelqu'un d'autre au gré de son maître. Julia accepte toutes les perversités. Et quand Julia voit enfin tout ce qu'elle a fait, qu'elle le réalise pleinement, c'est le drame. Pour elle, comme pour son brave homme de mari. Floxila est une Julia prostituée, consentante. Mais aussi épouvantable que soit cette découverte, il y a pire. Combarus ouvre la porte du suicide. Walter dit Combarus, et Julia se jette dans le fleuve toute seule un soir d'automne 1930. On la sauve de justesse, elle se débat, elle veut mourir. Son entourage pense à la folie, on la surveille, elle recommence. Walter dit Combarus, tout est noir. Tu es calme, Julia. Tu monteras lentement les marches de l'escalier qui mène à ta chambre. Tout est noir, tu es calme. Tu grimperas sur la fenêtre, doucement, tu es calme. Tout est noir, tu sauteras, Julia. C'est son mari qui l'a rattrapé à temps. Et il y a plus grave encore. Il y a Philophie. Voyons ce que peut faire le génie hypnotique de Franz Walter avec un mot comme Philophie. Ton mari veut te tuer, Julia. Tu dois le tuer avant qu'il ne te tue. Il a un revolver? Où se trouve-t-il? Oui, répond Julia. Dans le tiroir de son bureau. Tu prendras le revolver. Tu le cacheras sous ton oreiller. Lorsque ton mari sera endormi, tu enlèveras le cran de sûreté. Tu approcheras doucement le revolver de sa tempe et tu appuieras sur la gâchette. Tu tireras, Julia, tu tireras. Ensuite, tu mettras le revolver dans sa main pour faire croire qu'il s'est suicidé. Julia raconte comment elle a pris le revolver, comment elle l'a caché, comment elle l'a tiré. Son mari précise qu'il avait retiré le chargeur car il se méfiait des idées de suicide qui lui tournaient parfois dans la tête. Avec Philophie, Julia a essayé les champignons vénéneux,
Le mari se souvient. Il n'en a mangé que 2 cuillères, ils étaient trop amers. Il a été malade tout simplement pendant 2 jours. Toujours avec Philophie, Julia a coupé le câble des freins de la moto de son mari. Il a eu un accident, il s'en est tiré. Chaque fois qu'il donnait des ordres, Walter utilisait l'un des mots-clés réservés à un usage particulier en disant « Personne ne pourra vous faire dire cela. Vous ne vous souviendrez de rien. Vous ne pourrez parler que si l'on vous frappe sur la main en pliant vos petits doigts et en prononçant le mot Philophie, alors seulement vous pourrez parler. » Il faudra des heures, chers amis, pour vous conter par le menu tout le rapport fantastique du fantastique Dr Meyer qui, en 6 mois, réussit à reconstituer la double vie de Julia Krantz dans ses moindres détails. Je vous dirai simplement en passant, et entre autres, que Julia fut 3 fois enceinte d'œuvres diverses et subit 3 avortements sans le savoir, car l'ignoble Franz Walter était aussi un faiseur d'anges. La seule chose que Julia découvrit elle-même sans l'aide du docteur Meyer, elle le doit au hasard. En passant un jour sur un trottoir, elle aperçoit une boucherie. Guidée vers une force mystérieuse, elle y entre. Et reconnaît celui qui sera le second accusé du procès, le boucher. L'hypnotiseur avait vendu Julia à ce boucher pour quelques 5 à 7, et moyennant à chaque fois bien sûr une somme rondelette. Bonnemère, le boucher, nia lui aussi. Malheureusement pour lui, sa femme était au courant. Le 13 juin 1936, le tribunal régional de Heidelberg mit un terme à 3 semaines de procès houleux en rendant le jugement suivant. L'un des rares que l'on connaisse en matière d'hypnose, où la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute. Le boucher pour attentat aux bonnes mœurs et complicité d'escroquerie, 4 ans de réclusion. L'hypnotiseur, pour escroquerie, blessure grave et attentat aux mœurs, 10 ans de réclusion, et la perte de ses droits civiques pendant 5 ans. Pendant 5 ans seulement. Ah, dommage. Un grand blond aux yeux bleus avec des bottes, une casquette, un uniforme noir à tête de mort. À ce Walter, il aurait fait un chef nazi d'une remarquable efficacité. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.